Pensée critique, une plongée dans les rouages du cerveau pour affûter son esprit critique. un podcast à seconde vue. Bonjour chères auditrices et auditeurs, c'est Pierre de l'association À Seconde Vue. Bienvenue dans Pensée critique. Cet épisode est la deuxième partie de notre entretien avec Juan Falomir, chercheur et professeur de psychologie sociale à l'Université de Genève. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie, nous vous invitons à le faire dès maintenant pour une meilleure compréhension de cet échange. Elle est disponible sur votre application de podcast et sur notre site asegondevue.fr. Nous vous mettons le lien en description. Bonne écoute. Parlons maintenant du contexte actuel pour ce qui est de la recherche en psychologie sociale et la promotion de l'esprit critique. Commençons par ce qui se passe près de chez nous. En novembre 2025, le président Emmanuel Macron a suggéré de labelliser les médias pour lutter contre les fausses informations en France. Et toujours en novembre 2025, la Confédération helvétique a mis en place une cellule de spécialistes pour lutter contre la désinformation. Ces sujets ont un lien direct avec l'esprit critique dans nos sociétés. Selon vous, est-ce que ce type de mesures prises directement par les institutions sont à même de lutter efficacement contre la désinformation ? N'est-ce pas au contraire contre-productif en créant de la défiance, vu qu'on a déjà entendu parler d'un entre guillemets, ministère de la vérité en France à la suite de la proposition du chef de l'État? De manière générale, oui, on peut dire que les recherches suggèrent que ces sortes des mesures institutionnelles peuvent être perçues de manière ambiguë. C'est pas nécessairement, elles ne sont pas perçues comme répondant nécessairement au véritable enjeu. Elles sont perçues comme imposées d'un nom, et alors elles risquent de renforcer un tout petit peu la défiance. Moi, je pense que l'évidence actuelle suggère plutôt l'intérêt d'avoir des mesures qui agiraient plus au niveau de l'éducation, à l'esprit critique, et donc des mesures dans lesquelles on considère l'esprit critique comme un apprentissage des compétences et des dispositions qui visent la longue durée et pas la réponse concrète à une situation, à un événement voilà. Et elle doit être réaliste, elle doit se baser sur le fait que nous sommes tous nécessairement biaisés, y compris les experts, et donc c'est d'un point de vue préventif que nous devons mettre en place des mesures institutionnelles d'un point de vue éducatif qui permet de prévenir des dérives à ce niveau-là. Et à l'international ensuite, depuis début 2025, le gouvernement fédéral américain a pris un certain nombre de mesures visant à limiter les libertés académiques dans des domaines de recherche jugés non essentiels, voire inutiles, selon eux, de la recherche. Est-ce que ces mesures prises aux États-Unis ont des répercussions sur vos travaux de recherche ? Moi, je ne dirais pas sur mes travaux de recherche en particulier, de par mes réseaux de collaboration et la nature des travaux que je mène ici en Suisse ou en Europe, mais je pense qu'effectivement elles ont un impact international, et donc les attaques ciblant certaines thématiques de recherche ou certaines disciplines en sciences sociales ont des répercussions bien au-delà des frontières nationales, et notamment lorsqu'on parle des États-Unis. Et donc c'est un pays qui occupe une position centrale dans la production scientifique mondiale, et donc lorsque des domaines de recherche sont publiquement remis en cause, délégitimés ou soumis à des pressions politiques, cela peut aussi avoir un effet dissuasif sur les chercheurs ailleurs dans le monde, donc on peut imaginer, et notamment dans des contextes où le financement, les collaborations internationales, la reconnaissance académique dépendent fortement des standards dominants définis par les États-Unis. En plus, ces évolutions ont un impact aussi symbolique. C'est peut-être, je dirais encore, l'aspect qui me semble le plus important, parce qu'il définit ce qui est un peu un objet d'étude approprié. Donc, elle contribue en quelque sorte à normaliser l'idée que certains objets de recherche, par exemple liés au genre, liés aux inégalités ou au rapport de pouvoir, seraient idéologiques par nature en fait, et donc moins légitimes scientifiquement. Et ceci fragilise la confiance dans la recherche en sciences sociales de manière générale, et alors donne une vision un peu instrumentale de cette production du savoir.
Donc c'est quelque chose qui est aussi en rapport avec les messages qu'on reçoit des travaux en sociologie des sciences, et donc cette idée que la recherche scientifique n'est jamais totalement hors un contexte social et spécifique, et qu'elle est toujours inscrite dans des environnements politiques, culturels et idéologiques qui peuvent favoriser ou contraindre certaines questions, certains cadres théoriques ou certaines méthodes parfois, et donc reconnaître cette dimension un peu culturelle est essentiel pour comprendre ces tensions autour de la production et la diffusion des connaissances. Et enfin, en essayant d'avoir un regard un peu plus positif et tourné vers l'avenir, quels sont, à votre connaissance, les travaux les plus prometteurs en sciences sociales et en psychologie sociale en ce qui concerne l'esprit critique ? Pour moi, c'est toujours difficile de hiérarchiser en quelque sorte des domaines de recherche, parce qu'il y en a beaucoup, très actifs, et peut-être certains plus clairement reconnus que d'autres, alors que ça peut vite changer. Mais bon, comme on est un peu dans un monde un peu hyper connecté où les technologies numériques, l'IA, donc font que notre environnement informationnel se transforme. Donc il y a peut-être des domaines de recherche qui, d'une manière ou d'une autre, sont associés à cette abondance d'informations qui sont communiquées par ces nouvelles technologies qui ont un intérêt particulier. Je pense que si on se concentre sur l'idée d'esprit critique, peut-être un domaine, donc un champ large de recherche qui l'est déjà, mais qui me semblait d'autant plus prometteur dans ces contextes des nouvelles technologies. Et ce sont les recherches qui articuleraient 3 dimensions. Donc c'est la cognition, et un peu avec cette idée qu'on a dit que derrière l'esprit critique, il y a nécessairement un peu des compétences cognitives, et il y a aussi l'identité. Et donc avec cette que j'ai mentionné avant comment l'identité dans le sens large, et en incluant aussi les rapports intergroupes de par les appartenances catégorielles qui sont activées, et l'environnement informationnel, donc de quelle manière on est exposé à quelles informations. Donc intégrer ces 3 domaines, les recherches qui intègrent ces 3 domaines me semblent essentielles. Donc l'idée centrale, c'est que la qualité du raisonnement ne dépend pas seulement de nos capacités cognitives individuelles, mais aussi de ce que nous cherchons à protéger ou à défendre, nos valeurs, notre appartenance, notre image de nous-mêmes, et du contexte dans lequel ces informations sont communiquées. Dans un autre domaine qui me semblait en rapport avec ces premières, c'est tout ce qui concerne la psychologie de la désinformation et des croyances. Et là, par exemple, on peut inclure les travaux sur les complotismes, par exemple, qui sont très, très en vogue ou très médiatisés récemment. Donc, il s'agit plus spécifiquement ici de comprendre comment les individus vont juger lorsqu'une information elle est vraie ou fausse. Quel est le degré de validité scientifique, historique ou consensuel qui est donné à une information, et quels sont les facteurs qui peuvent influencer ces jugements indépendamment de la véracité qu'on pourrait lui octroyer. Donc ça a été toujours un domaine important des recherches, mais à nouveau, par rapport au lien avec ces nouvelles technologies et par rapport à l'esprit critique, c'est des domaines qui me semblent extrêmement importants. Un autre domaine, et comme j'ai mentionné aussi avant par rapport aux interventions institutionnelles, moi je pense que cette idée de la prévention est aussi très importante. Donc, contrairement à cette idée comme quoi l'esprit critique serait une question d'intelligence et de capacités cognitives pour corriger, identifier et corriger les biais. Donc, on sait que corriger les biais, c'est très difficile. Corriger les erreurs, c'est très difficile. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est des recherches qui nous apprennent à comment mieux prévenir l'émergence de ces biais.
Donc, une sorte de vigilance cognitive et sociale. On peut agir sur les conditions dans lesquelles les jugements se forment, les rendre certains critères de qualité plus saillants au bon moment, modifier les normes sociales, créer des environnements où les doutes et la vérification seraient encouragés plutôt que découragés, etc. Donc, toute une série de recherches qui nous donneraient des éléments pour construire une véritable approche de préventif par rapport à l'esprit critique. Et enfin, peut-être un autre domaine en plein essor, j'ai l'impression c'est celui de l'humilité, l'humilité intellectuelle, et donc, qui est un peu contre-culture par rapport aux valeurs de notre société, qui est l'être rationnel, réfléchi, maître de soi-même, autonome, etc., et valorisé. Et alors, ça nous amène à considérer qu'on a toujours raison et que ne pas avoir raison, c'est un signe de faiblesse. Donc, l'étude des conditions un peu psychologiques et sociales qui favorisent l'acceptation de l'incertitude, de la capacité à réviser ses propres croyances, la possibilité à débattre sans se sentir menacé, ça me semble des domaines de recherche très importants pour le futur. Donc, pris ensemble, je dirais que ces différents domaines donc sont tous un peu autour de la même question. Évidemment, je les mentionne par rapport à leur potentiel, par rapport à promouvoir l'esprit critique. Et donc, ils convergent, je dirais, ou peuvent être résumés avec une idée simple qui est que renforcer l'esprit critique ne consiste pas seulement à mieux raisonner individuellement. Et donc, c'est aussi agir sur les contextes sociaux, les normes collectives et les environnements informationnels qui, de manière réaliste, non moralisatrice, donc ça crée des culpabilités autour de ça, donc peuvent créer des situations au niveau de l'éducation, des médias ou des réseaux sociaux qui nous permettent de mieux, en tant que société, se positionner et favoriser l'esprit critique par rapport à la désinformation. Très bien. Eh bien, merci Rohan. Nous arrivons à la conclusion de cet entretien. Je voudrais juste rappeler que Pensée critique, ce sont aussi des épisodes de podcast plus théoriques. Et nous avons établi dans ces épisodes précédents qu'adopter une démarche critique, vous venez de le mentionner, c'est avant tout faire preuve d'humilité intellectuelle et d'être capable de questionner ce que l'on pense. Il nous semble important pour nos auditeurs de comprendre que ça concerne tout un chacun, y compris des chercheurs qui travaillent de près ou de loin sur ce sujet. Il me reste donc quelques questions qui sont un peu plus personnelles à vous poser et qui permettront d'illustrer cela. Premièrement, quel biais ou quelle lacune dans votre propre façon de penser avez-vous découvert le plus tardivement ? Bon, tardivement, c'est vrai que c'est un peu ambigu, donc il me fait penser ces derniers mois. Peut-être je ne suis pas conscient mais en tout cas, il y a sans doute plusieurs biais dont j'ai pris conscience avec le temps. dont je n'étais pas conscient nécessairement au début de ma carrière professionnelle. Et donc la découverte m'a particulièrement marqué et a même, je dirais, façonné en quelque sorte aussi quelques questions de recherche qui sont suivies. Et j'espère aussi que ce ne soient pas les dernières biais que je découvre. Non? Mais par exemple, c'est la tendance à croire que des bons arguments suffisent pour convaincre les gens. C'est vrai qu'on a, de manière générale, on base beaucoup cette idée de l'être humain rationnel comme étant capable de peser l'essence logique des points de vue et donc arriver à une décision et que le plus, donc il y a des arguments qui logiquement sont convaincants et le plus la personne va adopter ces décisions ou agir en accord. Et donc, ce qu'on est très fortement confronté la plupart du temps dans la recherche, c'est que c'est plutôt rare, cette réaction à la force persuasive d'un argument. Donc, les motivations, les identités, pour ne mentionner que les deux facteurs qu'on a évoqués au début de cet entretien, sont essentiels et pour montrer que cette logique ne tient pas debout et que non, finalement les arguments ne suffisent pas à convaincre. Il faut comprendre les contextes sociaux dans le sens large dans lequel une personne aboutit à un jugement pour et voir que de loin la force des arguments n'est pas le facteur le plus important.
Mais peut-être les biais qui m'ont le plus marqué, que j'ai découvert et qui me passionne, en tout cas, qui m'intéresse beaucoup, c'est cette idée qui, en fait, se laisser influencer serait un signe de faiblesse. Comme je dis, c'est clairement dans des cultures, dans des sociétés comme la nôtre, on peut dire néolibérale, démocratique, où la liberté, l'autonomie sont des valeurs très très importantes. Et alors, se laisser influencer, et encore plus lorsqu'on le met en rapport avec l'esprit critique, qui donne l'impression qu'avec un bon esprit critique, on ne se laisserait pas influencer. Donc voilà, c'est quelque chose à éviter, à corriger, à prévenir ou à corriger. Et donc, c'est parce que c'est un signe de faiblesse. Donc, la personne qui résiste à l'influence, parce qu'elle est lucide, parce qu'elle voilà, elle fait preuve d'autonomie, des compétences par rapport à ce qui est nécessaire, donc elle serait valorisée socialement. Alors, cette vision qui est clairement importante dans notre culture est largement erronée. Les processus psychologiques sont en grande partie les produits des influences sociales. C'est mon domaine. Et donc, pourtant, j'ai mis un certain temps à comprendre que si c'est le cas, on ne peut pas avoir une connotation négative de ces processus. Et donc, souvent inconscients et automatiques, et qui façonnent qui nous sommes depuis notre naissance. Et ce n'est pas parce qu'ils sont automatiques et inconscients, c'est-à-dire au-delà de notre contrôle, qu'ils doivent être négatifs. Donc, être influencé n'est donc pas un défaut, mais une condition même de l'apprentissage, du changement et de l'adaptation, de la survie, on pourrait dire. Et être influencé par les autres, c'est une belle chose. C'est se laisser, on peut dire même se laisser influencer, comme ça c'est un peu moins négatif, c'est pas la même chose être influencé à notre insu que se laisser influencer. On a l'impression qu'on maîtrise l'effet d'être influencé, peu importe, mais dans les deux cas c'est une preuve de flexibilité, de capacité à changer. Donc les univers clos en quelque sorte changent difficilement. Et donc, être influencé par les autres est une belle chose parce que c'est essentiel pour grandir, pour s'adapter, pour s'améliorer. Et l'enjeu n'est pas alors d'échapper à toute influence, d'avoir un bon esprit critique pour être à l'abri de l'influence des autres, ce qui est de toute façon illusoire, on n'y parviendrait jamais. Parce que ces processus sont intrinsèques à qui nous sommes, à notre fonctionnement psychologique. Alors développer un peu un esprit critique qui soit capable de discerner entre quelles seraient les influences qui nous font grandir et lesquelles mériteraient d'être interrogées et peut-être corrigées, c'est plus raisonnable que juste avoir une idée que l'esprit critique est quelque chose de positif et que l'effet d'être influencé est quelque chose de négatif. Deuxième question, quelle expérience ou étude a le plus transformé votre compréhension de la pensée humaine ? Ça aussi, c'est difficile d'imaginer à une seule étude. Donc, dès que je me pense à une, tout de suite, il y en a deux ou trois qui se mettent en compétition. Donc, je vais plutôt parler en termes des domaines de recherche ou des problématiques et d'études ponctuelles. Et donc d'ensemble des travaux qui ont profondément, je dirais, transformé ma manière de comprendre la pensée humaine et qui, d'une manière ou d'une autre, sont en rapport avec ce que j'ai mentionné avant. Donc, par exemple, les premières pourraient être ce type d'études ou de recherches qui ont montré que des personnes très compétentes, des experts qu'on peut considérer, des personnes très éduquées, avec des compétences cognitives supérieures à la moyenne, peuvent raisonner de manière fortement biaisée lorsque leur identité est en jeu. C'est-à-dire lorsque les informations touchent à leurs valeurs, à convictions morales ou à leur vision du monde. C'est-à-dire la recherche montre que le raisonnement n'est pas toujours utilisé pour chercher ce qui est le plus vrai, que parfois, voire très souvent, et donc on raisonne pour protéger ce qui est important pour nous,
en termes identitaires, aussi en termes d'idées, de théories, de préconceptions. Et donc, ceci remet en question une conception naïve de la rationalité, selon laquelle plus on est intelligent, informé, expert, et les plus on sera objectif. Et l'esprit critique n'est pas uniquement une question de compétences cognitives, de connaissances sur une problématique, mais aussi des motivations. Et la motivation qui oriente notre pensée dans un contexte social précis est celle qui va définir si les personnes les plus capables sont aussi celles qui corrigent le mieux les biais qu'on est en train de parler. Donc, un deuxième domaine d'étude qui a transformé aussi ma compréhension de la pensée humaine, ça a été la découverte graduelle de tout un domaine de recherche qui concerne la nature implicite des processus psychologiques. Donc, cette idée que j'ai mentionnée aussi avant, qui nous sommes finalement, une grande partie de nos jugements, de nos décisions, de nos émotions, des valeurs qui nous définissent, etc., sont associées à des processus qui reposent sur des mécanismes automatiques, donc qui ne sont pas conscients, donc sont inconscients, et sur lesquels on ne peut pas avoir non plus un contrôle direct. Donc on est vraiment, quelque sorte, c'est cette idée qu'on est finalement maître de très peu de qui nous sommes. Le reste est défini par des processus qui sont au-delà de notre conscience et volonté. Donc ça, c'est vrai que ça change complètement la manière qu'on a de concevoir l'être humain. Ça remet en cause l'image très répandue de l'individu comme un acteur pleinement conscient, rationnel, autonome, toujours délibéré, donc qui fait des choix apaisés, et qui est celui qui lui-même a forgé. Donc ces travaux conduisent à une vision beaucoup plus réaliste, donc prenant en considération ça, plus humble aussi de la pensée humaine, parce qu'elle montre que les raisonnements sont à la fois situés socialement, orientés par des motivations identitaires et largement façonnés par des processus automatiques, comme les processus associatifs que j'ai mentionnés avant. Donc c'est précisément cette prise de conscience qui rend l'étude de l'esprit critique à la fois complexe, mais plus nécessaire encore. Et enfin, pour conclure, si vous aviez le pouvoir de changer une seule chose ou de prendre une seule mesure dans le but de renforcer l'esprit critique de la population, laquelle serait-elle ? À nouveau, c'est identifier juste un levier, un moyen, comme ça, c'est dur. La première, en tout cas, que... Oui, si j'essaye de résumer un peu celle qui pourrait être très centrale d'un point de vue d'intervention, moi, peut-être je retiendrai d'avoir la possibilité d'avoir une société beaucoup plus orientée vers le renforcement de l'humilité intellectuelle. C'est-à-dire apprendre à dire que je peux me tromper, que j'ai plein de biais. La question de plus ou moins que les autres devient relative, mais qu'on est tous construits d'une manière où ces mécanismes sont là. Ça ne justifie pas nécessairement, ou pas du tout parfois, les conséquences de ces biais, mais ça nous permet de distinguer aussi ce qui est en désaccord, par exemple, de ce qui est une menace, vécu en tant que tel, et donc de considérer les doutes comme une ressource plutôt que comme une faiblesse. Et donc voilà, moi je dirais qu'une éducation à l'humilité intellectuelle est quelque chose qui pourrait avoir des retombées sur plusieurs domaines de manière générale dans la société. Très bien. Eh bien, merci Juan Falomir d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions. Merci Pierre.